Bonjour et bienvenue dans le 5e épisode de mon podcast En lien. Je commence par vous dire quand même, petite satisfaction personnelle, que je suis assez fière de moi parce que je tiens le rythme. J'ai sorti donc un épisode toutes les 2 semaines depuis le mois d'août et je vois que voilà, ça s'intègre plutôt bien dans mon emploi du temps et franchement je suis assez contente parce que j'avais pas envie que ça devienne une charge et même plus, c'est vraiment un rendez-vous que j'attends avec impatience. Voilà, ce rendez-vous où je vais m'installer, où je vais m'isoler et je vais prendre mon micro pour vous transmettre des clés. J'avoue que c'est quelque chose que je trouve très 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 stimulant, intéressant, j'adore. Je pense que ce qui favorise encore plus mon enthousiasme, c'est vraiment les retours que vous me faites à chaque fois. Donc soit j'ai vu, d'ailleurs j'ai mis ça en story, mais j'ai vu que sur Spotify, j'avais eu plein de commentaires depuis le mois d'août. Et en fait, comme je savais absolument pas comment paramétrer, apparemment il y a une application, enfin pas apparemment, maintenant je le sais, il y a une application spécifique pour les podcasteurs et je l'avais pas installée. Et quand j'ai installé l'application, j'ai vu qu'en fait j'avais une vingtaine de commentaires. Je n'avais pas répondu, donc c'est chose faite. Le fait que vous me fassiez des retours aussi beaucoup en DM par Insta, j'ai eu quelques commentaires aussi sur YouTube. Pas tellement, d'ailleurs, si vous me regardez sur YouTube, pensez à me laisser un petit commentaire. Ça peut être un endroit où on peut échanger, où vous pouvez aussi donner des tips aux autres parents, un peu en mode entraide, en mode soutien, donc n'hésitez pas. Pour ce 3e épisode, je vous avais demandé de voter en story sur Instagram. Je pense que vous êtes une majorité à venir ici suite à la découverte du podcast sur mon compte Insta. Mais peut-être qu'il y a d'autres façons de me découvrir. Peut-être que l'algorithme des plateformes propose mon podcast à des personnes qui connaissent pas du tout mon Insta. Je n'en sais rien. D'ailleurs, vous pouvez me dire si vous voulez me faire un petit message et me dire comment vous m'avez découverte. Pour le 3e épisode de ce podcast, vous avez choisi le thème les 3 erreurs que l'on fait pendant les crises de nos enfants et quoi faire à la place. La première clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est arrêtez de demander à vos enfants qui sont en pleine crise de vous expliquer ce qui se passe pour eux au lieu de crier. Parce que quand un enfant est en pleine crise, il faut se dire qu'il est envahi émotionnellement. Il a zéro place pour raisonner. Donc lui poser la question de explique-moi au lieu de crier, pourquoi tu cries? Mais dis-moi ce qui se passe pour toi. En fait, il en est incapable parce que son émotion prend toute la place. Il n'a pas la place de raisonner, de se connecter à ses capacités cognitives à ce moment-là. Donc à la place de vouloir absolument lui faire dire ce qui se passe pour lui, je vous propose une action simple qui permet de recréer du lien et donc de sécuriser votre enfant et de s'apaiser. C'est ouvrir vos bras et lui dire viens, ça va pas, viens. Votre enfant, quand il est en pleine crise, il a besoin de décharger toute sa rage, toute sa colère pour ensuite s'apaiser. Et pour cela, il a vraiment besoin de votre présence réconfortante et de vos bras, de vos mots, de votre sécurité. Une fois que votre enfant se sera apaisé dans vos bras, vous pourrez à ce moment-là éventuellement lui demander ce qui s'est passé pour lui. Je vais vous donner un exemple concret qui m'est arrivé avec mon fils il y a une semaine ou deux au hand. Donc je suis restée, en fait c'était le début des cours, donc je voulais un petit peu voir comment ça se passait. Je suis restée pendant tout le cours de hand et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais il est venu vers moi en pleurant. En étant refermé sur lui-même, en n'étant pas bien. Et à ce moment-là, le premier réflexe que j'aurais eu avant, ça aurait été de lui demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Dis-moi. Mais pourquoi tu pleures? Dis-moi ce qui s'est passé. Comme ça, je vais pouvoir t'aider. Et en réalité, pour l'aider, ce qu'il faut faire, c'est d'abord accueillir. Ok, ça va pas, viens. Il est venu, il a pleuré dans mes bras. En ouvrant mes bras, comme ça, je lui ai permis à la fois de venir se sécuriser et à la fois de pouvoir aussi s'extraire du regard des autres, puisque là, c'était un entraînement, donc il y avait d'autres enfants autour. Donc, il y avait aussi cette notion pour lui de honte, de je pleure, je veux pas qu'on me voie. Donc, lui permettre de décharger dans mes bras, de pleurer un bon coup. Et une fois qu'il avait pleuré, j'ai pu lui demander ce qui se passait pour lui. Et là, il m'a expliqué, et puis bon, on a pu trouver des solutions ensemble. Et parfois, c'est même pas utile de poser des mots, juste le fait de décharger, parce que parfois on va pas savoir ce qui s'est passé, et l'enfant lui-même ne saura même pas vraiment pourquoi il est en crise, et c'est pas grave. Rien que le fait de pouvoir décharger, de se sentir compris dans le fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien pour nous à ce moment-là, ça crée un apaisement et puis on est rechargé pour continuer le reste de sa journée, pour retrouver son calme. Et je vous parle quand même du cas où l'enfant ne souhaite pas être pris dans les bras, ne souhaite pas la proximité avec vous.
Ça arrive quand même assez souvent. Chez mes enfants, il y a vraiment un de mes enfants qui fonctionne comme ça, qui de prime abord comme ça est dans le rejet et ne veut absolument pas qu'on l'approche, qu'on le touche, etc. Et moi j'ai fait l'erreur pendant longtemps de forcer. Mais si, t'as besoin de moi, si, viens, je t'aide, etc. Et en fait c'est contre-productif parce que ça met encore plus de rage chez l'enfant qui se sent pas du tout reconnu dans son besoin d'être laissé tranquille. Ce que je vous propose de faire dans ces cas-là, c'est vraiment de nommer ce qui se passe pour votre enfant. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas pour toi, je te laisse tranquille. Tu sais que si tu as besoin, je suis juste là. Viens me voir. Et quand l'enfant se sent disponible pour venir recréer du lien avec nous, souvent il revient naturellement, mais parce qu'on lui a laissé cet espace, on casse pas le fil. Le lien, il est toujours là, et c'est l'enfant qui s'en saisit et qui vient se rapprocher quand c'est le moment pour lui. C'est différent de dire oh là là, bah écoute, va te calmer tout seul et puis quand tu seras calmé, tu reviendras me voir. Deuxième point, évitez d'isoler votre enfant quand il est en pleine crise. Oui, je sais, c'est facile à dire. Quand un enfant est en pleine crise, souvent ce qu'on va avoir envie, c'est que ça s'arrête et c'est qu'il dégage du milieu parce qu'on n'en peut plus, c'est trop, c'est hyper difficile à supporter, les décibels, la colère de l'autre, voilà, ça a tendance en plus à nous envahir nous-mêmes et à nous mettre très très en colère nous-mêmes. Mais le fait d'isoler un enfant, c'est hyper contre-productif parce que l'enfant, pour réguler sa crise, réguler ses émotions difficiles, il a besoin de nous, figure d'attachement. Il ne saura pas réguler ses émotions sans notre présence, sans notre accompagnement. Vous allez me dire, oui mais moi j'ai déjà isolé mon enfant et ça fonctionne, et je suis d'accord avec vous, ça fonctionne sur certains enfants. Le fait de les isoler, instantanément on va voir que les enfants vont se calmer et on va se dire ok c'est bon, il a fini sa crise, on va le reprendre avec nous. Chez d'autres enfants, ça ne fonctionne absolument pas et les crises vont de plus belle, et c'est là qu'il peut y avoir un peu l'escalade de violence parce que on va vouloir qu'il s'arrête à tout prix et on va plus savoir comment faire parce que on se dit qu'isoler ça fonctionne pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le terroriser, il faut user de coups, etc. Et c'est là que c'est très compliqué pour les enfants qui ne se taisent pas quand on les isole. En tout cas, pour les parents qui disent oui, moi ça fonctionne, j'isole mon enfant et il n'y a pas de souci, il se calme, je suis d'accord avec vous, ça fonctionne, en tout cas on a l'impression que ça fonctionne sur le coup, mais en réalité l'enfant ne s'arrête pas parce qu'il s'est apaisé, parce que la crise est passée, il s'arrête parce qu'il a besoin de retrouver du lien avec vous. Et comme il sait que ce que vous attendez c'est qu'il se calme pour revenir, eh bien il se calme pour retrouver du lien. Mais est-ce que la crise est passée pour autant? Pas du tout. Et d'ailleurs, vous avez peut-être constaté dans ce genre de cas que les crises vont se multiplier tout au long de la journée et vous allez vous dire mais c'est pas possible, il a passé sa journée à faire des crises, mais c'est parce qu'en fait il n'a pas pu évacuer correctement sa crise, il s'est juste arrêté. C'est un peu comme si on avait mis un couvercle sur la cocotte minute. Donc là, les émotions difficiles sont juste à couvert et puis pouf, ça saute régulièrement, pouf, plein de petites crises qui se multiplient parce parce que l'enfant n'a pas pu aller au bout de ce qu'il avait à décharger pour tourner la page et redevenir calme et serein. Donc la solution quand votre enfant est en grosse crise et que vous n'avez pas envie de pourrir l'ambiance familiale, c'est l'accompagner dans un endroit au calme et rester avec lui pour qu'il puisse s'apaiser. Si vous ne parvenez pas à rester avec lui parce que vous êtes vous-même envahi émotionnellement, vous en pouvez plus l'entendre, enfin c'est trop compliqué pour vous, vous êtes trop en colère, vous pouvez lui dire écoute, je suis moi-même envahi par mes émotions, là je suis trop en colère, j'arriverai pas à t'aider. Pour l'instant, je vais me calmer moi aussi et je reviens quand ça va mieux. Et si vous n'êtes pas seul, peut-être passer le relais à votre partenaire ou à une autre personne qui est avec vous pour lui dire ok, moi là j'arriverai pas à l'aider, s'il a besoin, est-ce que tu peux être le lien dont il a besoin pour s'apaiser, la figure d'attachement dont il a besoin pour s'apaiser, parce que les figures d'attachement principales ce sont vous les parents, mais l'enfant a aussi des figures d'attachement dans son environnement qui sont très importantes aussi pour lui. Les grands-parents sont des figures d'attachement, les frères et sœurs sont des figures d'attachement, les personnes qui prennent soin de l'enfant en dehors du foyer, donc assistantes maternelles, les référents à la crèche, la maîtresse, etc. Ce sont des figures d'attachement, des personnes qui peuvent aussi apporter de la sécurité à l'enfant. Donc on oublie souvent ça, et c'est pour ça que je vous le transmets ici, c'est qu'on n'est pas seul à pouvoir sécuriser notre enfant. Et donc pensez quand vous êtes vraiment épuisé parce que les crises peut-être se multiplient et sont récurrentes et c'est compliqué au quotidien, vous avez des ressources
ressources, votre enfant a des ressources en dehors de vous, il peut retrouver sa sécurité avec d'autres personnes et donc ça peut être intéressant aussi de briefer ces personnes-là, de leur transmettre les clés que je vous transmets ici pour qu'elles sachent comment se positionner face aux émotions difficiles de vos enfants. Troisième point, d'éviter les crises. Quand un enfant fait beaucoup de crises, ça peut vite pourrir l'ambiance de toute la famille, pourrir les week-ends, les vacances, les soirées, et on peut avoir envie d'user de différents stratagèmes pour que ça s'arrête. C'est vrai que la colère, c'est une émotion qui est très difficile à supporter, mais dites-vous qu'elle est utile comme toutes les autres émotions, et vouloir l'éviter à tout prix, c'est reculer pour mieux sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a tendance à faire pour l'éviter? On peut avoir tendance à céder. J'ai une maman récemment en accompagnement qui m'a dit « Oui, la petite dernière, dès qu'elle veut quelque chose, je lui donne parce que sinon elle part dans des crises pas possibles. » Un exemple qu'elle m'a donné, la grande est en train de lire un livre, la petite veut le livre, eh bien je vais dire à la grande de donner le livre à la petite pour éviter qu'elle fasse une crise. Je comprends tout à fait cette posture parce que ça peut être très énergivore d'avoir un enfant qui passe son temps à faire des crises, mais en fonctionnant comme ça, on peut croire qu'on va éteindre les crises, qu'on va apaiser l'enfant puisqu'il a eu ce qu'il veut, donc il est censé s'apaiser, mais en fait on fait qu'alimenter. Il a vu qu'en crisant, il a ce qu'il veut, il obtient ce qu'il veut, ses besoins sont comblés, ses envies sont assouvies, et bien le raccourci qui va se faire dans son cerveau, c'est « je dois fonctionner comme ça pour avoir ce que je veux ». On se met sans faire exprès dans un engrenage qui va nous piéger et qui va aussi abîmer le lien dans le sens où on va catégoriser cet enfant-là comme un enfant capricieux et on va en fait se sentir pris en otage de cet enfant-là qui nous tyrannise au bout du compte. Deuxième stratagème dont on peut user, c'est détourner l'attention. Mon enfant est en pleine crise, je vais lui parler d'autre chose pour qu'il sorte de sa crise. Je vous donne un exemple, une maman qui avait fait faire 1, 2, 3 tours de manège à sa fille et qui au bout du 3e tour de manège donc dit stop, la petite qui se met à criser et du coup la maman qui détourne l'attention en disant « Ah mais regarde là-bas, tu as vu, il y a une barbe à papa ». Donc on se piège aussi parce que après la barbe à papa, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à l'enfant? C'est aussi reculer pour mieux sauter. Parce qu'à un moment, l'enfant sera quand même frustré et il aura besoin d'évacuer sa frustration. Il y a aussi le stratagème du chantage qui peut être très séduisant. Par exemple, une grand-mère me disait « Mon petit-fils, à chaque fois qu'on doit partir du parc, c'est terrible, il fait une crise pas possible. Donc je suis obligée de lui dire « Si tu fais pas de crise à la maison, je te donnerai une glace. » Là, encore une fois, on va avoir tendance à se piéger parce que on veut absolument éviter la frustration, la crise à notre enfant. Tous ces stratagèmes, et il y en a d'autres, ils partent d'un postulat commun, c'est « je veux éviter la crise ». Mais en réalité, ça n'est pas possible d'éviter les crises. La crise, elle est toujours initiée par une frustration. Et en réalité, on ne peut pas empêcher nos enfants d'être frustrés. Nos enfants vont vivre des frustrations tout au long de la journée, tout au long de leur vie. Même nous, en tant qu'adultes, on vit des frustrations. Et au départ, les enfants, leur façon de décharger leur frustration et de pouvoir ensuite tourner la page, c'est de passer par cette décharge qui est bruyante souvent et qui est difficile pour nous à accepter. Parce qu'ils n'ont pas la maturité cérébrale de pouvoir réguler leurs émotions comme nous, adultes. Ils fonctionnent un peu en mode action-réaction. Je suis frustrée, pouf, je décharge immédiatement. Nous, malgré tout, même si on ne sait pas parfaitement réguler nos émotions, on a quand même une partie de notre cerveau qui est suffisamment développée pour pouvoir mettre de la raison sur nos émotions. Et donc pas partir tout de suite en décharge comme ça. Je vais reprendre encore cette image de marmite, je vous en parle dans tous les épisodes, mais imaginez une marmite remplie d'eau bouillante sur laquelle on met un couvercle à chaque fois qu'une crise pointe le bout de son nez. Eh bien, au bout d'un moment, la marmite va déborder quand même et ça sera quand même l'explosion. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh bien, on permet à notre enfant de décharger. Je reprends cette histoire de manège. J'ai dit stop au bout du 3e tour. Je ne changerai pas d'avis. Je comprends que tu sois frustré et tu as le droit d'être frustré. Est-ce que tu as besoin de moi pour t'aider à faire passer ta frustration? On ouvre les bras. Le message qu'on envoie à notre enfant dans ce moment-là, c'est « tu as vécu une frustration et tu as le droit d'être frustré. C'est frustrant que je te dise non. T'aurais aimé faire encore des tours de manège, mais ce n'est pas possible. Je ne t'empêche pas de ressentir de la frustration. Ton ressenti est légitime. » Le fait que tu aies besoin de décharger est légitime aussi. Pour l'instant, tu ne sais pas encore réguler ton émotion, tu as besoin que je t'aide. Donc j'ouvre les bras, je t'aide. Et je nomme. C'est très difficile pour toi, tu avais vraiment envie de faire ce tour de manège. Et souvent, ça suffit à apaiser parce qu'un enfant qui se sent compris, c'est un enfant qui fonctionne bien, c'est un enfant qui s'apaise.
Je reviens quand même sur les 3 différents stratagèmes qu'on a tendance à utiliser pour éviter les crises, parce que l'idéal, ça va être de ne pas céder, de ne pas détourner l'attention, de ne pas faire de chantage. Mais dans la réalité, on n'est pas toujours apte à fonctionner dans l'accueil de ce qui se passe pour notre enfant. Si je reprends l'exemple de la maman et du manège, peut-être qu'elle n'a pas envie que sa fille fasse une crise, parce qu'elle regarde les autres et que c'est difficile, donc elle va céder. Pour la grand-mère, idem, peut-être qu'elle va vouloir détourner l'attention ou faire du chantage, mais parce que c'est difficile pour elle de gérer une crise en public, ou tout simplement parce qu'on n'a pas l'énergie et qu'on a envie que ce soit facile. Et c'est pas un souci. L'idée, c'est que vous ayez les notions que je vous transmets aujourd'hui en tête pour déjà faire ce petit pas, si vous les aviez pas, ce petit pas et voir que ça fonctionne vraiment, que votre enfant est en capacité de s'apaiser si vous fonctionnez différemment, si vous changez de posture. Et si vous faites pas ça 100% du temps, ce n'est pas grave, mais vous pouvez le dire. Ok, tout à l'heure, j'ai cédé, ou ok, tout à l'heure, j'ai pas compris ce qui se passait pour toi. Maintenant, j'ai compris. La prochaine fois, j'essaierai de faire différemment. Je vous donne un exemple. L'autre matin, un de mes enfants qui se lève complètement en crise, et moi qui étais déjà très envahie émotionnellement parce que j'avais une échéance à tenir. Bref, j'étais stressée comme jamais. Mon réflexe, parce que j'étais moi-même envahie émotionnellement, c'est pénible de bon matin, tu vas pas saouler tout le monde, fais un effort. L'idée, c'est jamais de viser la perfection, c'est de petit à petit, de se rendre compte de nos automatismes. Si on n'a pas réussi en première intention à réagir comme on aurait voulu dans notre monde idéal, pouvoir revenir dessus à froid et dire ok, en fait ce matin je suis désolée, j'ai pas été très sympa avec toi, mais parce que j'étais moi-même envahie émotionnellement. Si j'avais été mieux, peut-être que j'aurais pu t'aider différemment. En tout cas, comment ça va maintenant? Voyez, vraiment, dans la parentalité, ne visez jamais la perfection, parce que je pense que ce qui est le plus dur pour nous, pour notre génération de parents, c'est d'acquérir de nouveaux automatismes, parce que c'est pas ce qu'on a connu enfant. Nous, quand on était enfant, comment on a fonctionné avec nous? Souvent, c'était on nous targuait de faire des caprices. Dans des familles, les crises n'étaient pas autorisées, les émotions n'étaient pas autorisées. C'était tu pleures, t'es pas belle, t'es un garçon, t'as pas le droit de pleurer, t'es insupportable, tu passes ton temps à bouder. On est nombreux à vouloir faire différemment avec nos enfants, mais à ne pas avoir reçu de modèle pour nous aider. Donc, c'est pour ça que souvent, en première intention, on va toujours avoir nos vieux réflexes qui vont revenir, et c'est petit à petit qu'on va pouvoir faire différemment. Au début, on va se faire attraper par nos automatismes, et puis c'est à froid qu'on pourra faire ce pas de côté et revenir sur la situation. Et puis petit à petit, on va voir que même à chaud, on va avoir les bons réflexes. Mais ça se construit vraiment un pas après l'autre. Chez moi maintenant, ça fait, je pense, 7 ans que je fonctionne différemment avec mes enfants. Moi, avant ça, j'étais une maman hyper autoritaire, pas du tout à l'écoute des émotions et des besoins de mes enfants. Fallait que ça aille vite, fallait que ça coopère, fallait cocher toutes les cases en permanence. Et quand j'ai commencé à fonctionner différemment avec mes enfants, j'ai vu à quel point ça allait changer, à quel point la relation s'apaisait. Et aujourd'hui, mes enfants ont une capacité à réguler leurs émotions qui est supérieure à la mienne. Je suis encore moi régulièrement rattrapée par mes automatismes, et c'est même eux parfois qui me disent mais maman, là il se passe ça pour toi. Là tu es en train d'être agressive avec nous, mais c'est parce que t'es stressée maman. Ou tout simplement qu'ils sont capables d'exprimer je suis hyper frustrée, je suis très en colère, qu'ils sont capables de poser des mots sur leurs ressentis. Ou encore quand j'entends j'ai mes règles, je suis de très mauvais poil, c'est pas contre vous c'est moi, mais foutez-moi la paix. Et que tous les autres membres de la famille sont capables de respecter ça. C'est magique, je vous le dis, passer par le lien, passer par la compréhension des émotions difficiles, ces émotions qui nous activent tant, mais qui sont tellement utiles pour comprendre comment on fonctionne nous-mêmes, comment fonctionnent nos enfants, et leur transmettre des compétences pour leur vie d'adulte. Vous avez compris, c'est mon cheval de bataille, et c'est ça que je veux vous faire toucher du doigt à travers mes épisodes de podcast, tout ce que je peux publier sur Instagram, et également en accompagnement avec mes clients. Pour récapituler l'épisode, voici les 3 erreurs à éviter lors des crises de vos enfants. Donc, première chose, arrêtez de demander à votre enfant de vous expliquer ce qui se passe pour lui quand il est en pleine crise. Deuxième chose, évitez d'isoler votre enfant. Et troisième point, d'éviter les crises. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et 5 étoiles si l'épisode vous a plu sur votre plateforme d'écoute habituelle. Et je vous dis à dans 2 semaines pour le 6e épisode.